sur les propos qu'a tenus le préfet en matière de sécurité. Je n'ai pas du tout, moi, entendu une mise en cause de quiconque dans les propos du représentant de l'État. Je pense qu'un préfet de la République doit rappeler un certain nombre de faits, de statistiques. Il doit rappeler la nécessaire fermeté. J'observe d'ailleurs que les chiffres que vous avez évoqués devant notre Assemblée régionale entre le nombre des interpellés et les suites judiciaires sont en tout point conformes en termes de pourcentage à la moyenne nationale. Les suites judiciaires, pour les écrouer, c'est à peu près 5%, parce qu'il est totalement difficile pour un magistrat, pour un juge, pour un tribunal, de condamner des individus qui se dissimulent, qui cagoulent leur visage, parce que le lien entre l'identité et la commission de l'acte est toujours difficile à établir. Voilà, je voulais le redire pour que ces propos restent dans un cadre raisonnable ce matin. Pour ce qui concerne en revanche le contrat d'avenir, notre opposition, notamment Christophe Bergeau et puis Olivier Biencourt, dans une sorte d'élan mystique, en ont appelé au bon Dieu, grâce à Dieu. Alors moi, ce matin, je voudrais, en quelques minutes, évidemment, dans cet hémicycle républicain, rendre à César ce qui est à César. Rendre à César ce qui est à César, c'est d'abord Christelle Morançais, qui a été saluée quasiment par tous les groupes, parce que ce contrat d'avenir, au départ, il n'avait rien d'évident. Il fallait unifier des propos et des propositions qui étaient très hétéroclites de l'ensemble des territoires de la région, et, Madame la Présidente, vous êtes parvenue à le faire. Il n'était pas évident parce qu'il fallait aussi convaincre l'État, mobiliser des financements qui se font rares, et je dois dire que le tandem que vous avez formé, Madame la Présidente, Monsieur le Préfet, a été de ce point de vue-là efficace. J'ai toujours d'ailleurs considéré que nos exécutifs devaient travailler de façon très étroite, bien que nous ne partagions pas strictement les mêmes responsabilités entre le représentant d'État et l'exécutif régional, de façon, en tout cas, main dans la main. Il y a clairement deux volets sur le contrat d'avenir. Le premier volet, l'autre volet, c'est Nantes Atlantique, bien sûr, j'y viens, je terminerai mon propos par ce volet-là. Sur le volet, qui est très disparate, mais j'en retiens d'abord les infrastructures, ce que je veux dire, pour vraiment en avoir été témoin, c'est qu'on ne peut pas dire que dans le contrat d'avenir, il n'y a rien. Je me souviens, moi, avoir eu une réunion, c'était il y a un peu moins d'1 an, avec Elisabeth Borne, qui m'avait dit qu'elle ne parviendrait sans doute pas à réunir les crédits de paiement pour assurer le financement du contrat de région Pays de la Loire, parce que le poids du contrat de Pays de la Loire, en tout cas sur Donge et sur la ligne notamment qui traverse la Vendée, Nantes-Bordeaux, consommait l'essentiel des crédits disponibles, des crédits de paiement disponibles de l'État sur les contrats de plan. 1 an après, avec le contrat d'avenir, ces deux gros investissements qui vont en réalité cannibaliser l'essentiel des ressources de l'État, et je crois qu'il faut le comprendre, je le redis et je pars sous le contrôle du préfet de région, mais qui vont cannibaliser pour notre région cette ressource, c'est vraiment un très bon point. Et quand j'entends que, évidemment, Nantes a une fonction métropolitaine, il faut le reconnaître, c'est un Vendéen qui le dit. Et j'ai toujours indiqué que, alors qu'on avait voté tous ensemble, enfin, en tout cas la majorité, le pacte pour la ruralité, je suis moi-même un enfant de la ruralité, que la région Pays de la Loire ne peut pas avancer sans ses villes, sans sa métropole, qui réunit un certain nombre de missions et de fonctions de centralité. Mais je donne un seul exemple. À la fin de l'année 2018, notamment, sur les couvertures de téléphones mobiles, nous étions en fin de classement en termes de pylônes qui étaient prévus pour la région, pour les 5 départements du Pays de la Loire, et je parle là aussi sous le contrôle de Philippe Henry qui suit bien cette question, nous étions très mal servis. Alors que là, on va obtenir 140 zones, et c'est fondamental dans le sentiment qu'a exprimé en tout cas à l'origine, à ses débuts, le mouvement des Gilets jaunes. Dans ce sentiment de relégation territoriale, il y a bien sûr les phénomènes de démographie médicale, mais il y a aussi, juste après, on le voit désormais avec les remontées d'un certain nombre de questionnaires, il y a l'accès notamment à la téléphonie mobile numérique. Et donc ça, ce sont des gains concrets et qui concernent tous nos territoires. Et c'est à mettre à votre crédit, au sens du terme, Madame la Présidente, Monsieur le Préfet.
Je serai un peu plus nuancé, et c'est naturel parce que le chantier va s'étaler dans le temps et qu'on ne le réglera pas d'un seul coup de baguette magique après cette funeste décision d'abandon de Notre-Dame-des-Landes. Et je considère que Christelle Morançais a eu raison d'indiquer à nouveau le signal en termes de violence que ça avait pu donner cet abandon. Simplement, on a maintenant, 14 mois après l'annonce du Premier ministre, on a un recul suffisant pour tirer un certain nombre de conclusions de cet abandon, et un certain nombre de comités de pilotage ont eu lieu. Je voudrais, monsieur le préfet de région, faire une observation et vous poser deux questions. Pour ce qui concerne l'observation, on voit que les comités de pilotage ont ajusté progressivement le dimensionnement, puisque le comité de pilotage de juin 2018 était à 9 millions. Désormais, le comité de pilotage du 14 février est bien à 15 millions, c'est une bonne chose. Sur la piste, au départ, comité de pilotage 2018, une piste à 800 mètres, désormais une piste rallongée à 400 mètres pour rester dans l'emprise aéroportuaire. Évidemment, en sortir, ce serait considérablement accroître les difficultés et rallonger les délais. Et troisième élément, sur les compensations, là le compte effectivement n'y est pas encore, puisque l'État abonde aujourd'hui à 10 millions, les collectivités ont chiffré à 15 fois plus, et j'inclus bien sûr dans ce chiffrage en tout cas le transfert des deux établissements d'enseignement, école primaire pour Saint-Aignan et Bouguenais, le collège. J'ai en tout cas l'honnêteté intellectuelle de mettre dans cette proportion ces deux établissements scolaires. Mon observation, elle est la suivante: cet tâtonnement montre bien et apporte la preuve que le plan B n'était pas dans les cartons lorsque le Premier ministre a pris sa décision le 17 janvier 2017. Maintenant, les questions. La première question, vous l'avez abordée, donc je vais aller très rapidement, c'est la question des délais. La question des délais, puisqu'on va avoir une concertation. Cette concertation va se tenir à l'été. Cette concertation sera suivie d'une enquête publique, notamment pour les aménagements de pistes. Allongement, pas allongement, piste en V, piste orthogonale, peu importe. Mais il y aura une enquête publique. Il y aura une autre enquête publique, à la suite de la première enquête publique, sur le plan d'exposition au bruit. Et enfin, il y aura le choix, vous l'avez dit vous-même, je pense que nous ne pourrons pas, vous ne pourrez pas faire le choix d'un nouveau concessionnaire, monsieur le préfet, à la fin de 2020, mais plus certainement à la fin de 2021. D'ailleurs, je le dis comme incidente, dans le cas d'une privatisation d'ADP, le Parlement sera très sourcilleux pour regarder les opérations et l'étanchéité, si vous voyez ce que je veux dire, entre l'opération de privatisation d'ADP et les opérations de compensation, de renouvellement ou du choix du concessionnaire. La question qui est la première sur les délais, pensez-vous, monsieur le préfet de région, que les travaux pourront commencer avant la fin de ce quinquennat? La deuxième et dernière question, elle est importante parce qu'elle projette notre région et ses infrastructures sur l'avenir. C'est tout simplement, là encore, le dimensionnement de cette infrastructure décisive. Il apparaît chaque jour un peu plus que nous ne pourrons pas faire, avec la meilleure volonté du monde, Notre-Dame-des-Landes à Nantes-Atlantique. C'est déjà une évidence. Bien. Mais pour autant, on a tourné la page et désormais, on doit se concentrer sur la maximisation des capacités d'accueil de la future plateforme aéroportuaire. De ce point de vue-là, les projections et les hypothèses de la DGAC sont très très importantes. La DGAC, pour exprimer une ambition, mais la DGAC calcule une progression de 3 à 4% du trafic par an, sur 20 ans. Ces chiffres-là peuvent arranger la DGAC, peuvent arranger l'État, mais ces chiffres sont faux, monsieur le préfet. Ils sont faux et archi-faux. Je vais conclure rapidement, mais ils sont faux dans la mesure où depuis 10 ans, les chiffres réels de progression ont toujours été entre 7 et 15%. 7 et 15%. Et notre plateforme aéroportuaire est l'une des plus dynamiques de France, donc je pense qu'ils sont sous-estimés, et on voit bien que le plafond de 9 millions pourrait être atteint dès 2025, et le plafond
de 15 millions dès 2040. Et pour conclure, je pose cette question, au moment où la bataille des infrastructures fait rage chez les deux grands géants américains et chinois, les Chinois avec la route de la soie, les routes de la soie, 3 000 milliards de dollars, les Américains avec le plan de M. Trump, 1 500 milliards de dollars consacrés aux infrastructures. Le lien entre la croissance et les infrastructures est un lien qui est plus actuel que jamais. Est-ce que vous pensez qu'on doit se projeter uniquement à 2040 pour dimensionner les capacités aériennes pour le Grand Ouest, alors que nous sommes en périphérie de l'Ouest européen? Est-ce que c'est raisonnable et surtout, est-ce que, M. le Préfet, il faut s'y résoudre? Merci de votre attention.